Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plateau sur table. Aujourd'hui on vous parle de Knarr. Knarr est un jeu édité chez Bombix, créé par Thomas Dupont et illustré par Antoine Carillon. C'est pour des parties de 30 minutes environ, de 2 à 4 pour 10 ans et plus. Je pense qu'à ce niveau-là, on est pile dedans. C'est tout ce qu'il faut. Dans Knarr, qu'est-ce qu'on va faire? On est sur notre Drakkar et on va devoir créer notre équipage. Cet équipage nous servira ensuite à les envoyer sur différents endroits, sur différentes terres, afin d'explorer tout simplement et de gagner des points de victoire. C'est un jeu compétitif. Le but est d'amasser le plus de points de victoire possible. Et la fin de partie est déclarée dès lors que vous arrivez à 40 points au moins. Et on finit le tour en cours et celui ou celle qui a le plus de points gagne la partie. Comment se passe Knarr? Comment on joue? C'est relativement simple. En début de tour, si on a suffisamment de renommée, on va pouvoir gagner des points de victoire. Là par exemple, dans la situation actuelle, aucune des deux personnes ne peut gagner des points, mais si blanc avance encore de 1, à ce moment-là, blanc pourra gagner un point de victoire en début de chacun de ses tours. Ensuite, on va faire une action parmi deux actions disponibles. Soit on va faire un recrutement, soit on va faire une exploration. Comment va se dérouler le recrutement? On va avoir nos cartes en main. Et parmi ces cartes-là, on va pouvoir en choisir une. La carte que l'on choisit, on va la poser dans notre équipage. Par exemple, comme ceci. On va ensuite gagner tous les bonus de la carte que je viens de poser, ainsi que de toutes les cartes qui sont dans la colonne correspondant à la couleur. En l'occurrence, ici, on gagne un point de victoire ainsi qu'un point de renommée. Ensuite, on va pouvoir récupérer un nouveau personnage parmi les recrues qui sont ici, en bas du plateau. On va prendre une recrue par rapport à la couleur de la carte que l'on vient de poser. Ici, j'ai posé une carte verte, ce qui veut dire que je vais prendre sur un emplacement vert, là donc il y a emplacement rouge, jaune, vert. Je récupère donc la troisième carte. Qui vient en main. On renouvelle. Et c'est au tour de la personne suivante de jouer. Ceci est la première action. La deuxième action disponible, c'est donc l'exploration. Comment fait-on une exploration? On va amasser de plus en plus de membres d'équipage et pour pouvoir faire une exploration, on a les informations qui sont juste en dessus sur les différentes terres qu'on va pouvoir explorer. En haut à gauche des cartes d'exploration, vous avez les prérequis. Imaginons que celle-ci m'intéresse. Pour pouvoir l'explorer, il va falloir défausser 2 cartes bleues. En l'occurrence ici, je n'en ai pas. Est-ce que j'ai une autre possibilité? Oui, j'ai celle-ci. Je possède 2 cartes vertes dans mon équipage. Je vais pouvoir les défausser ainsi que acquérir du coup cette carte exploration qu'on mettra juste en dessus de notre Drakkar qui fait un peu notre saga de notre équipage. L'utilité de l'exploration, c'est qu'on va gagner potentiellement 2 choses. Déjà, les bonus immédiats lorsqu'on récupère l'exploration, la carte exploration, donc ici ce serait un bracelet et un pion recru. Mais en plus de ça, on va créer des colonnes de bonus. Ces colonnes de bonus, on va les améliorer petit à petit, puisque plus on va récupérer de cartes exploration, plus on va augmenter la taille de nos colonnes. À la fin ou au début de notre tour, on va pouvoir faire du commerce. Ce commerce va consister à dépenser des jetons bracelets d'argent. Ces bracelets d'argent nous permettront d'activer justement les colonnes que l'on a créées grâce aux explorations. Si je dépense un bracelet, j'active la première colonne. Ici, en l'occurrence, ce serait 2 points de victoire. Si je décide de dépenser 2 bracelets, j'active les 2 premières colonnes. Donc j'ajouterai à l'effet un pion recru plus une carte que je pioche ici et que j'ajoute immédiatement à mon équipage. Je n'active pas le pouvoir ici. Si je dépense du coup les 3 bracelets, à ce moment-là, j'active les 3 colonnes. Attention, on ne peut pas dépenser un bracelet pour activer la colonne de notre choix. Un bracelet, c'est que la première colonne à gauche. Vous dites peut-être, mais à quoi du coup servent ces pions de recrue? Mais Dylan, à quoi servent ces pions recrues? Eh ben, je vais te répondre, mon très cher Loïc, à 2 choses. La première desquelles est lors du recrutement. Normalement, quand vous jouez une carte, vous devez prendre obligatoirement la carte de la couleur que vous venez de jouer. En défaussant un pion recru, vous allez pouvoir prendre n'importe quelle carte de la sélection qui amène plus de contrôle au niveau de notre équipage. La deuxième possibilité, c'est tout simplement au niveau de l'exploration, vous allez pouvoir ignorer un des prérequis sur ces cartes exploration. Exemple, celle-ci m'intéresse, vous avez 2 violets, vous pouvez utiliser directement les 2 pions pour explorer cette carte-ci. Si vous avez déjà une carte violette dans votre équipage, vous pouvez bien sûr défausser une carte violette ainsi qu'un pion recrutement.
Tout ceci va permettre de créer en fait une sorte de synergie qui va petit à petit augmenter notre puissance en jeu. On va donc devoir choisir, est-ce qu'on va s'orienter plus sur les explorations, ces explorations plutôt rapides, ou est-ce qu'on va faire plutôt les grandes explorations qui nous donnent beaucoup de points de victoire? Est-ce qu'on veut de la renommée qui nous donnera régulièrement des points de victoire? Est-ce qu'on va créer un grand équipage qui va donc s'auto-activer au fur et à mesure, puisque plus on a d'équipage d'une couleur et plus on aura de possibilités de gagner encore de puissance. Donc c'est plein de réflexions à avoir, mais en même temps c'est très simple à expliquer et très simple à jouer. On va se concentrer un peu plus sur la thématique. Il y a une remarque qui a été faite par Vanny que j'ai trouvée hyper intéressante. On est dans un jeu où il y a des vikings et on va pas se taper dessus. Exactement. C'est une remarque en fait qu'on nous avait faite quand on nous avait présenté le jeu pour la toute première fois. C'est un jeu de vikings, mais en même temps, il n'y a pas de confrontation. Ouais. À part que c'est compétitif, bien sûr. En même temps, les vikings, ils se tapaient pas tout le temps dessus. Ils allaient voir différents territoires afin de détruire des civilisations. C'est pas faux. Mais sinon, en vrai, moi je trouve que quand tu crées ton équipage de petit à petit, ça fait un peu ta petite histoire, tu vois, oui, avec tes différents personnages. exactement. Et je trouve ça vraiment assez cool parce que la direction artistique aide aussi en fait à s'immerger dans cet univers-là et est très représentatif. C'est vrai que la thématique en soi, c'est pas ce qui va coller le plus à la mécanique. On aurait pu mettre n'importe quelle autre thématique. Mais cela dit, c'est plutôt joli, on est dedans, et c'est vrai qu'on va se dire, dès qu'on va découvrir des lieux, on va posséder ces lieux-là, donc on va poser des membres d'équipage pour que ces personnes puissent créer une nouvelle colonie. Et donc il y a ce petit côté effectivement où on va explorer petit à petit, on va voir les paysages que l'on a découverts au fur et à mesure, et vu que visuellement c'est beau, on prend plaisir à regarder ça. Oui, parce qu'en plus de ça, les couleurs représentent un peu comme des familles de vikings, tu vois, différentes familles qui peuvent exister, et c'est vraiment très bien représenté. On va parler un peu du matériel. Et là, il y a des choses très positives, mais il y a une grosse faute, je suis désolé. Deux peut-être. Peut-être deux, concernant le matériel. Commençons par le positif. Je trouve que le petit plateau de notre Drakkar est très bien, est très utile et aussi très simple à comprendre. Oui. Où est-ce qu'on met les différents jetons, etc. Et on sait ce qu'on possède. Les cartes exploration qu'on met au fur et à mesure juste en dessus de notre Drakkar permet que visuellement aussi que ce soit hyper clair sur ce qu'on va pouvoir faire. C'est toujours très plaisant en fait de pouvoir visuellement voir comment on s'améliore dans le jeu, comment on évolue, et là c'est visuellement hyper clair, il n'y a pas beaucoup d'iconographies différentes, donc on les apprend extrêmement vite, et on arrive à savoir qu'est-ce qu'on gagne lorsqu'on dépense nos bracelets d'argent. Il n'y a pas de raison qu'on oublie quelque chose, ou c'est parce que peut-être on est un peu tête en l'air, mais il n'y a aucun moment dans le jeu où on va se dire que le matériel n'est pas suffisamment clair pour nous rappeler ce qu'on doit faire. Et en plus de ça, il est quali. Les cartes sont de très très bonne qualité. Oui. Limite, t'as même pas envie de sliver tes cartes ou toucher tellement c'est agréable. Au niveau du rangement, c'est top aussi. On a des petites boîtes où on peut mettre, pour ranger le jeu, on peut mettre les différents decks de cartes et ça permet que le jeu reste stable dans la boîte et que ça ne va pas de droite à gauche pour abîmer les cartes. Et je trouve qu'elles sont vraiment bien, les boîtes elles sont vraiment bien faites de sorte à ce que les cartes vraiment ne bougent pas, elles soient bien tenues sans que ça détruise les cartes quand tu essaies de les ranger. C'est vraiment pixel au millimètre. Par contre, on va parler des trucs qui fâchent. Votre plateau ici, là, pour moi, il va pas du tout. Pour plusieurs choses. Déjà, quand on joue à 4, là, au niveau de la renommée, c'est le bordel. Quand, imaginez-vous qu'il y a genre 2 cubes supplémentaires ici, bon ben c'est un peu la galère d'aller chercher ceux d'en dessous. En plus, on va faire pousser les autres et on va faire tomber les petits cubes. L'autre chose, c'est les couleurs. Ouais. Là, on a fait exprès de prendre vraiment 2 couleurs qui se ressemblent pas du tout. Et donc, on a les 2 autres couleurs quand on joue à 4 et ça se ressemble beaucoup trop. Déjà, c'est une galère à voir sur notre Drakkar quelle couleur est représentée pour nos jetons. Donc là, vraiment, c'est une galère à voir ceci. C'est là qu'on voit vraiment l'utilité d'avoir des couleurs très distinctes de personne en personne, parce qu'on peut s'attribuer une couleur spécifique. Le fait d'avoir du brun, du noir, c'est quand même très proche, d'avoir un blanc et à côté une sorte de beige un
peu saumon. Nous, on l'a appelé couleur ton. En fait, ce sont des couleurs qui sont pas assez distinctes, et en plus de ça, le fait que les dracars ne représentent pas assez bien les couleurs. Alors le noir est assez clair, mais quand on part sur le blanc, beige ou bien sur le brun, c'est une galère. Ça, quand on le regarde la première fois, on se dit ah bah tiens c'est noir, puis après quand on voit celui-là, on se dit ah bah non c'est celui-là le noir en fait. Et on n'arrive pas à s'approprier la couleur. C'est fortement problématique, et surtout ça met un doute, c'est que Bombix sur tous leurs jeux ces derniers temps font un code couleur pour les personnes qui ont des problèmes de daltonisme. Ce qui est vraiment bien parce que les iconographies sont très très claires du coup. Oui. Mais par contre, je pense que les nuances ici ne sont pas assez grandes, assez distantes pour que les personnes daltoniennes réussissent vraiment à distinguer. Complètement d'accord avec ça. Alors, c'est vrai que nous ne sommes pas daltoniens, donc on ne peut pas se rendre compte, mais de ce que j'ai compris, les contrastes sont très importants. Il y a, je pense, 2 solutions qu'on aurait pu apporter à ce jeu au niveau des couleurs. Soit tu mets des petits autocollants sur tes pions, ainsi que aussi sur ton dracar pour pouvoir le différencier. Ouais, c'est ça, juste un petit symbole peut-être sur sur ta voile, exactement. Ou l'autre chose, quitte à sortir un peu de cette thématique et d'avoir mis des couleurs vraiment basiques, bleu, rouge, jaune. Rouge avec les Vikings, pourquoi pas? Oui. Ça me choquerait pas des masses. Surtout que là, sur les cartes, on voit qu'il y a du rouge, que ça sort bien, du bleu, ça ressort assez bien aussi. Même le vert, en fait, ça ressort assez bien. En termes de gameplay. Ah, alors là, en termes de gameplay, il n'y a rien à dire. C'est fluide, c'est dynamique, c'est facile à prendre en main, c'est tendu. Il y a des dilemmes à chaque tour, mais en même temps, on n'a pas l'impression de jouer un énorme jeu expert. Il y a plusieurs stratégies. Il y a des stratégies où on vise un peu plus les explorations qui rapportent beaucoup de points de victoire. Ouais. Il y a une autre qui permet, en accumulant nos explorations, en dépensant nos bracelets et de faire des combos vraiment de fou. Mais là, ça demande un peu plus de préparation. Et sinon, on vise que la renommée et on essaie d'avoir à chaque début de notre tour 5 points de victoire. Ouais, et ça, c'est très puissant. Et on a tout ça dans un petit jeu qui est hyper minimaliste, mais qui a une réflexion en niveau de stratégie qui, je trouve, est hyper intéressante. Tout dépend de la carte que tu vas jouer, va influencer sur ce que tu vas reprendre. C'est hyper malin. Et surtout, on a l'impression de construire une sorte de moteur. Au bout d'un moment, oui, on va devoir détruire notre moteur ici de jeu pour pouvoir explorer. Mais l'exploration nous aidera à créer un autre moteur à ce niveau-là. Donc, on va essayer de récupérer justement après des bracelets, ce qui nous permettra de profiter de notre commerce. Et c'est très satisfaisant. Le jeu roule tout seul. On sent que dès que quelqu'un a vraiment des gros équipages, la personne va pouvoir faire plusieurs tours d'affilée des explorations et gagner vraiment de l'avance, mais tout d'un coup cette personne va prendre un frein. Va stagner, ouais. Exactement, parce qu'il faudra recréer son équipage et c'est pas toujours évident, donc on aura le temps de récupérer derrière. On a fait une partie juste là avant le tournage. On a eu tout d'un coup presque 15 points d'écart, je crois. Et par contre, au final, on n'avait que 3 points, non, 3 ou 4 points. Ouais, 5-4 points, quelque chose comme ouais, ça. Ouais. De différence sur le score final. Donc il y a eu vraiment une belle remontada parce que quelqu'un a pris l'ascendant et l'autre personne a pu profiter de la stagnation de la première personne pour récupérer. Surtout que la manière dont on gagnait les points, c'était pas du tout la même chose. Non. Toi, c'était vraiment beaucoup en une fois, puis moi, c'était toujours un tout petit peu. C'est ça. Et dans les deux cas, ça a l'air de fonctionner. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est aussi les jetons de recrue. Ça permet d'avoir un peu plus de contrôle. T'as une carte que tu vas absolument dans la sélection, et ben à la place de prendre celle-ci que tu viens de jouer par rapport à la couleur, et ben tu vas prendre une autre. L'autre possibilité est justement par rapport aux explorations. Ça permet aussi de rattraper aussi un peu de ton retard si t'es en train de stagner ou autre. Si t'as amassé ces pions de recrue, et ben si t'as déjà un équipage qui est déjà un peu préparé, et ben ces pions-là peuvent vraiment vous aider à continuer votre ascendance. Je me souviens, j'avais fait une partie assez satisfaisante à ce niveau-là, c'est que j'avais énormément de gains de pions recrues et du coup je faisais beaucoup d'exploration avec très peu d'équipage mais toujours avec des pions recrues. Puis du coup après j'ai récupéré tout de suite mes pions recrues, je pouvais récupérer mes bracelets qui me permettraient de récupérer des pions recrues que je redépensais pour aller faire une exploration qui me donnait du bracelet. En fait là de nouveau on est sur un moteur et c'est vraiment satisfaisant d'avoir quelque chose d'aussi complet, on va dire, en termes de sensation de jeu, dans une boîte aussi minimaliste que ça.
Où tu as 2 actions possibles et c'est tout. Ouais, c'est ça. Avec une action bonus qu'on peut faire avant ou après, qui est facultative. On peut parler des artefacts, puisque effectivement il y a un deuxième mode de jeu qui permet d'ajouter des artefacts. On va tirer au hasard un artefact parmi une petite dizaine, je crois 8 possibles. Et cet artefact va donner des pouvoirs pendant toute la partie à tout le monde. On l'a testé à 2. Quand on joue à 2, il propose de rajouter un deuxième artefact prédéfini en plus de l'artefact aléatoire. Ça n'a pas été un game changer. En fait, ces artefacts, c'est très situationnel. Si vous pouvez en profiter, bon bah tant mieux. Mais si vous ne pouvez pas, c'est pas ça qui va vraiment changer la partie. Exactement. Je m'attendais à ce que ça oriente plus les stratégies et finalement ça reste relativement léger. J'ai l'impression qu'il y a des artefacts qui sont quand même plus intéressants que d'autres, plus puissants peut-être, mais vu que cette puissance est répartie pour tout le monde a la possibilité d'utiliser ceci, à ce moment-là, ça va rééquilibrer encore la chose. Mais disons que moi ça me changerait rien d'en mettre ou pas mettre. Ouais. Le plaisir de jeu a pas été changé en fait. Autre chose, petite variabilité, les plateaux sont recto verso. Et donc de ce côté-là, on aura d'autres pouvoirs de commerce, mais par contre on aura une symétrie toujours complète. Ça aurait été assez chouette d'avoir une asymétrie sur l'autre côté, par exemple sur avec les ressources avec lesquelles on commence. Juste pour donner un petit piquant supplémentaire en se disant on commence pas avec la même chose et puis ça oriente peut-être le démarrage de partie. Donc ça aurait pu être très sympa, peut-être sur une extension qui arrivera. On va pouvoir enchaîner avec la durée de vie. Moi, ce jeu, j'ai envie de rejouer encore et encore, de le ressortir, de le présenter à d'autres personnes. Ce que j'ai remarqué, c'est que les gens, ils veulent toujours avoir une deuxième partie. Quand tu connais déjà un peu la subtilité du jeu, tu vas un peu leur rouler dessus. Parce que tu sais comment ça fonctionne, etc. Ouais. Et donc, les gens veulent vraiment directement faire une deuxième partie parce qu'ils ont compris la subtilité et puis là t'es dans le vrai game. Et le jeu est suffisamment rapide pour qu'on ait envie d'enchaîner. Ah ouais, là tu enchaînes les parties, en termes de rejouabilité tu peux y aller quoi. Pour conclure, on peut dire que Knarr c'était une excellente découverte. On est vraiment motivé par ce jeu. À la base, je me disais encore un jeu de viking, j'avais hésité à le prendre. Quoi encore? Il y en a jamais assez. Si, il y en a jamais assez. C'est une thématique vue, revue, revue. Et du coup je me suis dit encore un jeu de viking en petit format, est-ce que ça va vraiment être bien? Ça m'avait pas hypé des masses et j'ai quand même décidé de le prendre en magasin parce que quand j'ai eu la présentation du jeu, finalement je me suis dit ok, la mécanique a l'air vraiment chouette. On a ouvert la boîte, on a tout de suite testé, on s'est dit ok, c'est bon, c'est adopté et en plus de ça le jeu est pas cher par rapport à ce qu'il propose, par rapport à ce qu'il a dans le ventre en fait. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce jeu si vous avez testé, sinon venez en un magasin. On en a plein en stock, j'espère. Oui. On espère que ça ne tombera pas trop rapidement en rupture parce que je pense que pour les fêtes de fin d'année, ce jeu sera une petite pépite à mettre sous le sapin. C'est un jeu où vraiment tu peux l'offrir. On vous dit à la prochaine, jouez à des jeux. Et prenez soin de vous. Likez, partagez, commentez. Et on vous dit à la prochaine. Salut.